Ce soir, évidemment, j'avais envie de vous montrer des images, mais au-delà de ça, j'avais envie de revenir sur scène, d'être devant vous, d'avoir ce sentiment que, voilà, on était en train de vibrer tous ensemble. Quand je suis arrivée à la première journée du festival, il y a quelqu'un qui est venu vers moi et vous savez, cette fameuse question qu'on pose aux plongeurs. Alors toi, c'est quoi ta plus belle plongée? Alors quand on vous pose cette question-là, vous allez dans le fin fond de votre mémoire, vous savez peut-être vos premières plongées, ou juste votre dernier voyage. Moi je sais, il date d'il y a 1 an et demi peut-être. Et là, vous pensez à cette plongée-là. Quand on me pose cette question, ma réponse, la seule qui me vient à la tête, c'est ma plus belle plongée, c'est la prochaine. C'est celle que je ne connais pas encore. Alors, c'est vrai que c'est un peu déroutant comme réponse. Et là, la personne en face de moi, c'est « Oui, mais quel genre de plongeuse tu es exactement ?» Bon, ok, on essaie de me mettre dans une case, on essaie de trouver une façon de définir, de qualifier, de mettre toutes sortes de subjectifs, etc. Et oui, j'aime les plongées à la visibilité infinie. J'aime les eaux bleues, chaudes. J'aime les plongées où l'histoire se confronte à l'archéologie. Mais il y a quelque chose que je veux reconnaître, c'est que finalement, peut-être qu'en dépit de toutes ces plongées que je fais partout dans le monde, ce qui me définit le mieux, c'est que je suis une plongeuse d'eau douce. Ouais, c'est pas comme un marin d'eau douce là, hein. Je vous entends Lionel à penser là très fort. Non, détrompez-vous, une plongeuse d'eau douce, c'est pas aussi simple qu'un marin d'eau douce. Alors, je vais vous demander en haut de pouvoir lancer le vidéo et je vous amène en fait vivre quelques instants, quelques minutes dans mon univers qui est peut-être pas le plus sexy, mais qui est l'univers, je crois, le plus important, celui dont nous dépendons complètement. On peut éteindre un peu les lumières si vous voulez. Et là, je vous amène dans le pays que j'ai pris, le Canada. Et ouais, ce Canada qui fait rêver. C'est vrai quand même parce qu'au Canada, nous avons 3 millions de lacs. Juste au Québec, 7 fois plus grand que la France, nous avons 500 000 lacs. Non, non, ce n'est pas un lac par personne, quand même. Faut pas déconner, on est plus nombreux que ça. Et même s'il fait encore chaud aujourd'hui, chez nous, l'hiver est bien terminé. La neige a commencé à tomber. Et bientôt, je sais que la surface de ces lacs va être complètement gelée. Alors quand on est plongeur, on ne va pas s'arrêter là. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on est plongeur, quand on est un individu, l'environnement dans lequel on vit est en train de nous façonner complètement. Alors si on a envie de pratiquer notre activité, on n'a pas d'autre choix que de se submerger sous la glace. Et pour s'amuser, on fait un peu comme les ancêtres. On prend la scie, on prend le tarot, et on va couper cette glace, non pas pour en faire notre congélateur, mais pour aller explorer cet environnement qui, été, après hiver, printemps, automne, est en train de changer complètement. Et tant qu'à passer beaucoup de temps dehors, dans ces moins 30, ces moins 40, et tout ça sans compter le facteur vent, on en profite pour aller s'abriter au cœur de la terre. Et on s'abrite dans ces grottes qui, elles aussi, sont envahies de l'eau, mais d'une façon complètement différente, d'une façon éphémère. Alors le printemps arrive, et habituellement, tout le monde est super content de sortir son barbecue, mais dans mon cas, je m'en vais en Arctique. Et aujourd'hui, j'ai reçu une super nouvelle. Cette année, je peux y rêver. Après 2 saisons sèches, je vais retourner en Arctique. Retourner en Arctique, c'est une relation amour-haine. Mais surtout, c'est de l'amour. L'amour de retrouver les peuples inuits avec lesquels on va partir à l'aventure. On va partir dormir sur la banquise, mettre notre tente. Et on va rêver de toutes ces rencontres extraordinaires qu'on va pouvoir faire. Oui, les ours polaires, mais pas seulement. Les narvals. Les narvals que certains encore aujourd'hui pensent qu'ils n'existent pas. Ils sont pourtant incroyables. Il nous faudra des heures de plaisance à attendre silencieusement sur le bord de cette banquise sans faire de bruit pour qu'ils arrivent. Même nos bulles les effleurent. Et puis, on a envie d'aller sous l'eau. Alors on se ravigote un peu parce que l'eau est quand même à peu près à moins 2 degrés, parfois ça frise de moins 3. Et on trouve un endroit de plongée. Oubliez tout de suite le guide de plongée, ça sert à rien. Aujourd'hui, on a un iceberg. Un iceberg qui, par chance, est ancré par 35 mètres de fond. Et quand on descend sous cet iceberg, on va passer dans une craque. Ouais, on dit ça comme ça en québécois.
la faille. Et là, on va prendre non pas une ficelle, mais une corde qui va nous amener jusque dans le fond. Parce qu'imaginez-vous que si on était emporté par le courant, il faudrait avoir de la chance de trouver le trou qu'un phoque va entretenir pendant tout l'hiver pour être capable de sortir de là. Et quand on va dans ces environnements-là, qui sont complètement éphémères, qui nous font rêver, et qui sont, lorsqu'on campe sur la banquise, notre source d'eau potable, on pense à tous ces environnements absolument fascinants, où on fait de l'exploration, et là où on explore, notre eau potable ne vient pas du robinet. Je vous amène dans un endroit où je triche un peu, en fait, un endroit où il n'y a pas d'eau potable, en fait. Je suis au milieu du désert de Null Arbor. Peut-être vous vous souvenez d'un livre qui s'appelait Scaphandrier du désert, Cockle Beatty, dans les années 80. J'ai eu la chance d'y retourner, et la passion qu'on a d'aller dans ces galeries, c'est de s'équiper, peu importe tout ce dont on aura besoin pour aller se promener, non pas dans les entrailles de la terre, mais dans ses veines. Ces veines où on ne semble pas voir battre quoi que ce soit, mais qui sont pourtant bien vivantes. Et puis on va dans d'autres grottes, et une autre, et une autre, et un autre réseau souterrain, et tout d'un coup de deux choses l'une, soit on déteste, soit on devient complètement drogué. Vous savez, comme un livre qu'on ouvre, et ce livre-là, on n'a pas d'autre choix que d'aller jusqu'à la dernière page. Et on a envie de partager cette passion, partager cette découverte, parce que même Google, il n'est pas encore capable d'y aller. Alors on y va, et avec des outils somme toute rudimentaires, on essaie de tracer le chemin de l'eau. Ce chemin qui est en dessous, ici au Mexique, des villages mayas de plus en plus occupés par le tourisme, et on se plaît à être un petit peu comme des gamins, un peu comme dans les livres de Jules Verne. Et on se dit, peut-être qu'il avait raison. Peut-être que dans toutes ces galeries, en dessous de la terre, finalement, on serait tous connectés les uns aux autres. Parce que finalement, ces endroits-là qui sont fantastiques, ces rivières souterraines, qui sont pas mal présentes sur beaucoup d'endroits sur la planète, regorgent la richesse la plus précieuse, la plus fondamentale. Alors on les parcourt en apesanteur, en espérant peut-être découvrir un trésor. Pas un lingot d'or, non. Peut-être même pas un restant humain ou d'animal pas encore découvert, mais simplement des formations rocheuses très simples, ou parfois une petite espèce étrange, pas encore rencontrée, que l'on aime photographier. Mais il y a une histoire géologique beaucoup plus vieille, qui a laissé une empreinte beaucoup plus grande. Il y a 214 millions d'années, le quatrième plus gros cratère d'impact, une météorite de 8 km, frappe le Québec, qui n'était pas du tout à cet endroit-là à ce moment-là. Il n'est pas responsable d'une extinction massive, mais assez surprenamment, les astronautes aiment beaucoup le prendre en photo. Et je trouvais ça très drôle de vivre au Québec et de me rendre compte qu'un phénomène géologique est photographié énormément par les astronautes, alors que nous, on ne le connaît pas, à peine de la surface. Il est à plus de 1000 km de Montréal. Il est au cœur de la forêt boréale, cette fameuse forêt boréale dont on est si fier, qui nous fait rêver. Et quand on arrive dans cet endroit, on sait qu'on n'est pas chez soi. Surtout pas lorsqu'on est blanc, surtout pas lorsqu'on vient de l'étranger. On est dans une terre inoue, une terre qui définit l'identité des peuples autochtones. Alors on leur demande si on peut aller dans cet endroit-là pour voir un petit peu et rendre compte de l'évolution de ce qui est devenu un réservoir. Parce que la raison pour laquelle on connaît le réservoir de Manicouagan, l'œil du Québec, c'est simplement parce qu'il y a 40 ans, le peuple du Québec est devenu plus indépendant, a voulu faire de l'hydroélectricité et a noyé 1942 km². Augmentation du niveau d'eau, 150 mètres sur 13 ans. Petit détail, la forêt n'a jamais été bûchée, n'a jamais été coupée. Alors, quand on se promène dans cet environnement, on sait pertinemment qu'on est dans l'espace. Non pas celui qu'on regarde en haut vers le ciel, mais celui qu'on regarde en dessous de nos pieds, cet espace intérieur, cet espace
qui nous renvoie une image à tout ce qu'on a caché sous terre, qui pourtant fait partie de notre histoire et qui a encore beaucoup de choses à nous dire. Et puis, que ce soit ici, au Québec, en Russie, en Afrique, en Amérique latine, on en arrivait à un point où on est devenu tellement enclin à un niveau de vie très confortable qu'on s'est dit que la terre avait tellement à nous offrir. Oui, la mer nous offre, la terre, les forêts nous offrent, mais sous terre, il y a tellement de métaux, tellement de matière que nous voulons exploiter. L'or, l'argent, le zinc, le nickel, la calcite, le lithium. Alors pendant des années, depuis très très longtemps, on exploite à coups de pioche. Et on se souvient de ces hommes qui ont travaillé à la sueur de leur front, à noircir les poumons et à s'époumoner. Et on ne pense plus à la grande histoire, mais à cette petite histoire de ces individus, de ces humains, qui jour après jour voulaient tout simplement faire de leur quotidien un jour meilleur. Et nous, équipés de notre équipement à la fine pointe de la technologie, on s'y promène comme des gamins, dans des labyrinthes autrefois extrêmement dangereux, qui maintenant nous sont interdits, parce que parfois contaminés, parce que parfois ils pourraient s'effondrer, et parce que personne ne veut prendre la responsabilité de ces endroits, ou presque. Juste au Québec, le gouvernement se retrouve avec 150 sites de mines à nettoyer, et tout le monde s'en lève un peu les mains. Ici, par contre, on a à Saint-Même-les-Carrières un merveilleux exemple où un plongeur passionné et la mairie ont travaillé ensemble pour en faire un site sécuritaire ouvert à la plongée. Mais l'histoire, parfois, elle est tragique, mais parfois elle est vachement cocasse. William Harkness, 1911, un richissime américain. Il est le propriétaire du Gunilda, le plus beau yacht du Yacht Club de New York. Une partie de sa coque est couverte de feuilles d'or. Absolument magnifique. Enfin, il était. Monsieur Harkness avait l'habitude de partir dans les grands lacs pour aller à la pêche à la truite mouchetée. Et le 11 août 1911, il a décidé de lui-même piloter son bateau. Malheureusement, il n'a pas vu un haut fond qui l'a frappé. Il s'est encastré dans le haut fond et a appelé un remorqueur pour le sortir de là. Le remorqueur l'avise qu'un seul remorqueur ne sera pas nécessaire, ne sera pas suffisant, et que ça va prendre 2 remorqueurs, donc $15 de plus. Monsieur Harkness se fâche, c'est hors de question qu'il dépense un $15 de plus, le remorqueur devra le sortir. Eh ouais, merci pour nous, ça nous fait une super belle épave, 82 mètres de fond. Alors rassurez-vous, absolument personne n'est mort, personne n'est blessé, sauf peut-être l'orgueil de Monsieur Harkness. Lui, il a dû s'en souvenir longtemps. Cette épave-là, paraîtrait-il que Cousteau lui-même aurait dit que c'était l'épave de yacht privé la mieux sauvegardée. C'est vrai que dans les grands lacs, où il n'y a pas d'invasion de moules zébrés, où en dépit de la température somme toute assez fraîche, aux alentours de 4-5 degrés, on plonge dans un endroit où il n'y a pas de courant, où tout est tranquille, tranquille. Avoir l'impression d'observer l'histoire. Si on fermait les yeux, on pourrait peut-être même entendre les gens en train de vivre, en train de jouer du piano sur cette épave qui a encore énormément de choses à nous raconter. Une chance, maintenant on peut la protéger, les artefacts qui restent vont y rester peut-être longtemps. Je vous amène quasiment pour finir dans le fleuve Saint-Laurent. Ce fleuve Saint-Laurent, mes ancêtres l'ont pris. C'est la voie économique du Canada, le rêve du nouveau monde, là où c'était le monde de tous les possibles. C'est peut-être même ça qui m'a attiré là-bas. Et un petit peu comme les vieux explorateurs, j'avais envie aussi d'explorer le fleuve Saint-Laurent. Parce que c'est vrai que j'ai voyagé dans une 60aine de pays où j'ai filmé, mais à chaque fois que je reviens en avion et que je passe au-dessus de Montréal, je me dis c'est drôle, je ne sais même pas ce qu'il y a dans les eaux du fleuve. Vous me direz que c'est un peu normal, les eaux sont brunes, sont vertes, il y a énormément de courant, et sur la traversée de 70 km, un 30 km n'est même pas cartographié, une page blanche à écrire. Bon, pour vous tout vous dire, quand on plonge le fleuve Saint-Laurent à cet endroit-là, on se fait battre par le fleuve.
Mais à quoi ça sert de faire une plongée comme ça? Plus de 30 heures au total dans l'eau, 70 km. Mais on est fou, quoi. Parce qu'à un moment donné, quand on est explorateur, quand on est cinéaste, on rapporte toutes sortes d'images magnifiques. Mais il y a quelque chose au-delà des images. Il y a quelque chose, vous savez, le soir, quand vous fermez les yeux, qui vous revient en tête et qui devient tellement important pour vous. Et là, vous posez une question, vous vous dites, mais pourquoi je vais la faire, cette plongée? Parce que le fleuve Saint-Laurent à Montréal, c'est la source d'eau potable de 80% de la population de Montréal, 50% de la population du Québec. Et vous savez quoi? Nos eaux usées, après traitement, seulement depuis 1984, retournent dans le fleuve Saint-Laurent. Alors j'avais envie de plonger et de me mesurer avec ce fleuve, d'être comme une goutte d'eau. Et la raison principale, c'est parce que j'avais une grande question. La question qui est, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas? Ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas? Et pour moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est tous ces contaminants d'intérêt émergents qui font partie de tous nos biens de consommation, tout ce que l'on mange, tout ce que l'on rejette. Mais au-delà de tout ça, il y a un espoir énorme.